Bonjour Daniel Borja. Bonjour Benoît Saugeron. Vous êtes expert comptable, fondateur et associé du cabinet Aragor. Votre cabinet s'appuie sur une trentaine de collaborateurs et est réparti sur 3 sites, Lyon, Gap et la Fare-en-Champsaur. Vous exercez des missions d'expertise comptable dites traditionnelles, comme la comptabilité, la fiscalité ou encore le juridique et le social auprès de vos clients. Vous avez été amené au fil des années à vous spécialiser dans 3 domaines, le tourisme, l'agriculture et la santé. C'est ce dernier domaine, la santé, qui va attirer aujourd'hui notre attention, puisque nous allons aborder le sujet des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, les SISA. Vous avez créé plusieurs sociétés de ce type et vous assurez la comptabilité pour certaines d'entre elles. Alors, avant de se lancer dans la création d'une SISA, il est judicieux d'en connaître les contours, les spécificités, mais aussi de connaître les pièges à éviter. C'est ce que nous allons aborder ensemble dans cette vidéo. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est une SISA ? Alors, une SISA, comme vous l'avez dit, c'est une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, mais c'est avant tout une société civile. Donc ça relève du Code civil et non pas du régime des sociétés commerciales. La SISA remplace-t-elle l'association loi 1901 des professionnels, les SCM ou les SCI déjà existantes avant la création de la SISA ? C'est une excellente question parce qu'effectivement, les maisons de santé se sont d'abord regroupées avec des associations loi 1901 avant même que les SISA n'existent. Ces associations sont parfois amenées à perdurer pour différentes raisons, notamment par exemple la perception de subventions de conseils régionaux. Est-ce que la SISA va remplacer une société civile immobilière ? Elle n'a pas forcément vocation à faire de l'immobilier, donc ce n'est pas l'objet. Et par contre, oui, dans une SISA, souvent on a la mise en commun de moyens, donc elle peut effectivement se substituer à une SCM si le périmètre le permet en tout cas. D'accord. Et est-ce que tout le monde peut être membre d'une SISA ? Eh bien, pour être membre d'une SISA, il faut déjà être soit médecin, soit professionnel auxiliaire médical, et donc relever du Code de la santé publique. Donc tout le monde ne pourra pas être membre d'une SISA. Et par exemple, une psychologue ne pourra pas être membre d'une SISA, mais elle pourra travailler avec la SISA et elle pourrait aussi, par exemple, rester membre de l'association si elle était déjà préalablement constituée. D'accord. Et comment sont gérées les entrées et les sorties des différents membres au sein de la SISA ? Ce sont les statuts qui prévoient l'entrée et la sortie des membres d'une SISA. Alors on peut avoir aussi une SISA à capital variable. L'entrée va se faire souvent avec une souscription en numéraire au capital de la société et puis la sortie par le remboursement de la dite somme. D'accord. Les SISA ont pour vocation de percevoir les accords conventionnels interprofessionnels, les fameux ACI versés par l'assurance maladie. Comment sont gérés ces ACI au sein de la SISA ? Alors, en fait, la SISA va percevoir ces ACI, va devoir les employer conformément à leur objet. Donc, pour cela, elle va percevoir généralement les ACI en 2 versements et elle devra utiliser ceux-ci en fonction du plan de santé qui a été signé par la maison de santé pour les besoins de la réalisation de l'objet. Et du coup, comment sont-ils répartis ces ACI entre les différents membres de la SISA ? Alors, si rien n'est dit, ils seront répartis conformément aux droits dans le capital de la société, mais très souvent et pratiquement, ils sont répartis plutôt en fonction du temps alloué par le praticien aux actions de coordination, aux actions thérapeutiques, aux réunions qui sont mises en œuvre par la SISA et au travers de feuilles de présence et d'autres systèmes d'évaluation de son temps, il sera défrayé de son temps et donc rémunéré à ce titre. D'accord. Et une SISA peut-elle faire des bénéfices ? Et si oui, comment les gérer ? Une SISA n'a pas vocation à faire des bénéfices, elle a vocation à répartir plutôt les ACI. Si néanmoins elle fait des bénéfices, ils seront imposés au nom des praticiens si on est dans une société à transparence fiscale. Et inversement, est-ce qu'une SISA peut être en déficit ? Et si oui, comment faire ? Alors, c'est bien sûr pas recommandé puisque les déficits là aussi vont incomber aux associés.
Donc ils vont, par le mécanisme de la transparence fiscale, venir effectivement sur leur déclaration professionnelle, mais c'est surtout un manque à gagner. Et comme il faut pouvoir équilibrer les budgets, bien évidemment, un déficit n'est absolument pas souhaitable. Chaque professionnel de santé libérale disposait auparavant, avant la création de la CISA, de sa propre comptabilité. Quel est l'impact de la CISA sur la comptabilité de chaque professionnel libéral ? Alors, a priori, il n'y en a pas, puisque la CISA a une comptabilité autonome. Néanmoins, on vient de le voir, si effectivement il y a des bénéfices ou des déficits et qu'on est en transparence fiscale, ceux-ci vont remonter au niveau de la déclaration du professionnel. Mais surtout, le professionnel, lui, va devoir déclarer les émoluments, la rémunération qu'il a perçue par la CISA dans sa déclaration professionnelle, bien sûr. Alors justement, en matière d'imposition, une CISA peut-elle opter pour l'impôt sur les sociétés ? Alors, une CISA aura même intérêt à opter pour l'impôt sur les sociétés. Pourquoi ? Pour éviter justement cette transparence fiscale et devoir imposer les résultats au nom de l'associé. C'est la société qui paiera son impôt sur les sociétés dessus. Et puis, ça lui permettra aussi d'avoir une comptabilité d'engagement, créance-dette, qui lui permettra d'avoir un bilan comptable qui tiendra compte de tous ces éléments-là. Et une CISA est-elle assujettie à la TVA ? A priori non, puisque une CISA va travailler pour des professionnels de santé qui ne relèvent pas du champ d'application de la TVA, donc elle n'a pas vocation à l'être, sauf qu'on peut trouver à l'intérieur d'une CISA des pharmaciens, et si effectivement un certain nombre de moyens sont mis à disposition en commun avec les pharmaciens, eh bien on peut se retrouver assujetti partiellement ou totalement à la TVA. D'accord. Et le gérant de la CISA, est-ce qu'il peut être rémunéré ? Eh bien, tout travail mérite salaire, donc il n'y a pas de raison que le gérant ne soit pas rémunéré pour ses fonctions, qui peuvent être parfois très prenantes au niveau des travaux administratifs de coordination. Là aussi, c'est l'Assemblée générale qui fixera les critères de rémunération ou de non-rémunération du gérant, ainsi que le montant. Est-ce à dire qu'une CISA peut être employeur ? Alors, une CISA peut être employeur, elle peut bien sûr déjà avoir un gérant, mais elle peut aussi employer des salariés, notamment un coordinateur, une coordinatrice, ou des employés pour permettre d'avoir une offre de soins avec une amplitude horaire plus élevée, et donc à ce titre-là, avoir du personnel, bien sûr. Et en matière immobilière, est-ce qu'une CISA peut prendre à bail des locaux ? Ça peut arriver, puisque une CISA peut avoir besoin de salles pour se réunir et donc à ce titre-là louer ponctuellement ou de façon régulière des locaux, mais elle peut être aussi dans le cadre de son activité de mise en commun de moyens, bénéficiaire d'un bail et donc répartir auprès des différents membres de la CISA les loyers comme le fera une SCM. D'accord. En matière de comptabilité, qu'est-il recommandé pour la CISA ? Est-ce qu'une comptabilité analytique est obligatoire ? Est-ce qu'il existe d'autres types de comptabilité ? Alors il y a bien sûr une comptabilité générale et celle-ci doit faire en sorte de prendre en compte d'un côté l'activité qui relève de la perception des ACI et de l'autre l'activité qui relèverait de la mise en commun de moyens. Néanmoins, une comptabilité analytique est recommandée. Pourquoi ? Parce que les ACI sont versés selon différents piliers, différents axes. Il faut suivre la réalisation de ces axes et donc suivre les subventions avec les moyens qui sont donnés et les ressources qui sont attribuées. Et de ce fait-là, rien ne vaut une comptabilité analytique pour y parvenir. Merci. Daniel Borja, je vous remercie beaucoup pour la clarté et la précision de vos réponses sur ce sujet des sociétés interprofessionnelles des soins ambulatoires. Merci beaucoup. Merci Benoît.